Est-ce que de bons dessins peuvent suffire à sauver un album dont le scénario nous a moyennement convaincus? C'est la question que je me suis posée en terminant Dust to Dust, publié chez Delcourt, de J.J. Jones au dessin et de Phil Bram au scénario. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on le feuillette ensemble, de façon à voir ce qui fonctionne bien, spoiler les dessins, et ce qui m'a déjà beaucoup moins convaincu, le scénario. C'est parti. On commence donc le feuilletage de Dust to Dust paru chez Delcourt. C'est une création en fait de Phil Bram et J. Jones, et J. Jones a aussi assuré la partie graphique, et cet album réunit les 8 premiers épisodes, et c'est une traduction de Laurent Kessy. Alors une première chose qui saute aux yeux, évidemment, avant même de parler de l'histoire, c'est le travail réalisé sur les dessins, mais bon, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce qu'avant tout, il faut quand même qu'on explique où est-ce qu'on va mettre les pieds. L'histoire, elle se déroule aux États-Unis, pendant les années 30, en plein cœur d'une période qu'on appelle le Dust Bowl. Bon, alors, je vais pas vous mentir, j'ai un peu fait quelques recherches, parce que je suis pas non plus diplômé d'histoire américaine, donc je vais faire comme si je me la pétais. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette période, en fait, ça désigne une période enfin, ça désigne surtout une gigantesque catastrophe écologique qui a frappé les grandes plaines américaines. C'est des années de sécheresse combinées à des pratiques agricoles catastrophiques qui vont complètement transformer certaines régions, et ils vont les transformer, ces régions, en désert. Donc du coup, les terres sont devenues stériles, la poussière a tout envahi, il y avait des tempêtes gigantesques qui recouvraient des villes et détruisaient des exploitations, et évidemment, tout ça arrive en pleine Grande Dépression. Autant vous dire que l'ambiance, elle n'est pas spécialement joyeuse. Et c'est dans ce contexte que Phil Bram et J.J. Jones installent leur histoire. Et ça, franchement, c'est vraiment une des grandes réussites de Dust to Dust, parce que dès les premières pages, on ressent immédiatement la chaleur, la sécheresse, et surtout cette impression que tout est en train de partir en couille, que tout est en train de mourir. Alors regardez un peu ces décors, moi je trouve ça magnifique. Les champs sont complètement desséchés, les arbres paraissent complètement morts, les maisons paraissent elles-mêmes recouvertes d'une espèce de poussière en permanence. Et on commence notre histoire avec une famille qui comprend qu'elle va plus pouvoir vivre de sa terre et qu'il faut donc partir. Il faut partir pour l'Oklahoma et tenter sa chance. Enfin, il faut quitter l'Oklahoma, pardon, et donc quitter sa chance. Ah, là, j'ai du mal. Il faut quitter l'Oklahoma pour tenter sa chance ailleurs et partir en Californie. Bon, il y a des centaines d'Américains qui ont fait ça, c'est une réalité historique, et qui ont quitté ces régions pendant cette période. Donc dès le départ, Dust to Dust possède une véritable dimension historique, mais très rapidement on comprend aussi que quelque chose ne tourne pas rond, parce que le récit, c'est pas forcément et seulement une chronique sociale sur le Dust Bowl, on va progressivement basculer dans une sorte de polar. Alors, et puis il y a quelque chose aussi qui est du genre, qui est un peu dans le genre horrifique. Bon, l'essentiel de l'intrigue va se dérouler autour de cette petite ville, donc New Hope, un nom assez ironique quand on voit l'ambiance générale. Et New Hope, c'est une petite communauté perdue au milieu de cette région dévastée. Et comme souvent dans ce type d'histoire, sous les apparences d'une petite ville bien tranquille, va se cacher pas mal de secrets. Alors on va suivre notamment un personnage qui est le shérif Meadows, qu'on aperçoit ici dans ces pages-ci. C'est un personnage assez intéressant parce que il est loin d'être un héros parfait. Et il possède en fait son propre passé, il a ses propres faiblesses. Et progressivement, l'enquête qu'il va mener va évidemment réveiller certaines choses. En parallèle, on suit également Sarah, donc qui est cette jeune femme, une photographe qui observe cette Amérique ravagée par la crise. Et j'aime beaucoup l'utilisation de ce personnage parce que la photographie occupe finalement une place essentielle dans l'identité même graphique de l'album. Regardez justement le dessin de J.J. Jones, on a presque l'impression de feuilleter un album photo des années 30. La grande majorité des pages utilisent cette palette de couleurs très très particulière. On trouve énormément de sépia, on trouve des gris, des jaunes très sales. Tout ça fonctionne graphiquement quand même très très bien. Alors, il y a quelques petites touches quand même parfois de couleurs qui viennent ressortir au milieu de tout ça. Et franchement, c'est vraiment superbe, quoi. Certaines cases, elles pourraient presque être isolées et présentées comme de véritables photographies d'époque, tellement c'est bien. Ça rappelle évidemment les célèbres photographies réalisées pendant la Grande Dépression par des photographes de l'administration. Mais c'est des images qui ont énormément contribué à fabriquer notre représentation actuelle de cette époque. Donc J.J. Jones, en fait, reprend clairement cette esthétique. Et d'ailleurs, même les personnages ont parfois cet aspect légèrement figé qu'on retrouve sur les anciennes photographies. Ça fonctionne très bien pour les scènes contemplatives. Pour les paysages, par exemple, c'est magnifique. Pour les visages aussi, ça fonctionne bien.
Regardez, moi, enfin, les expressions des personnages sont, comment dire, particulièrement réussies. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un marque-page. On voit immédiatement la fatigue, on voit la misère. Il va me casser les pieds, ce marque-page, pendant tout le feuilletage. Hop, je vais le passer comme ça. Là, on le met comme ça, il ne gênera plus. On voit, donc je disais, la misère, on voit la fatigue, et surtout, on a une espèce de résignation permanente. Il y a finalement assez peu de joie hein, dans Dust to Dust. Même les enfants, ils semblent naviguer en fait dans un environnement assez sinistre. Et parfois, J.J. Jones, ben, il introduit quelques images presque irréelles, des visions, des fantasmes, des choses qui semblent sortir de l'imagination des personnages. Mais c'est aussi ici que commencent les véritables problèmes avec le scénario. Ouais, parce que en fait, on va toucher du doigt la difficulté, c'est que Dust to Dust, il prend énormément son temps, quoi. Alors attention, j'ai absolument rien contre les récits lents. Hein. Quand une histoire installe une ambiance et construit progressivement ses personnages, ça peut être vachement bien. Le problème ici, c'est que bah, dans Dust to Dust, j'ai parfois l'impression que l'intrigue avançait très peu. Alors on découvre beaucoup de personnages, d'ailleurs vous le voyez hein, au feuilletage qu'il y a vraiment beaucoup de persos. On nous présente différentes familles, il y a des tensions, il y a des secrets, il y a des rivalités. Bon ok, on est venu pour ça. Hein. Progressivement, on comprend que New Hope dissimule quand même de jolies casseroles. Mais pendant plusieurs épisodes, je me suis demandé mais où les auteurs veulent réellement nous amener. L'enquête, alors, elle progresse, on découvre de nouveaux éléments. Le maire de la ville, un certain Hillard, prend notamment une importance dans l'intrigue. Le passé de la ville aussi revient régulièrement sur le devant de la scène. Sarah, la photographe, tente de comprendre ce qui se passe dans cette ville, mais malgré tout, je trouve que le récit manque parfois d'un véritable moteur. On est davantage en fait emporté par l'ambiance que par l'enquête en elle-même. Et c'est assez paradoxal. Parce que quand je repense à Dust to Dust, je me souviens très bien des paysages, de l'ambiance, mais je me souviens des tempêtes, je me souviens de certaines scènes très très visuelles, hein, notamment les cadavres brûlés qu'on a pu voir là tout à l'heure. Mais l'intrigue policière, finalement, m'a beaucoup moins marqué. Et pourtant, progressivement, les choses deviennent franchement plus sombres. Alors, on va voir apparaître hein, un personnage qui porte un masque à gaz. Alors évidemment, hein, je vais pas vous révéler son identité, je vais pas spoiler, et j'irai pas jusqu'au bout du feuilletage, hein, je vous rassure. Je vais pas vous expliquer de qui il s'agit. Mais à partir de ce moment-là, Dust to Dust commence à changer de registre. Bah, le voilà notamment. Le polar historique, qui représente quand même une certaine partie de l'ouvrage, va progressivement laisser place à un autre genre qui est celui de l'horreur. Et surtout, la violence va devenir de plus en plus présente dans l'intrigue, et même graphiquement. Et on passe de scènes finalement assez contemplatives, voire silencieuses, à des scènes un petit peu plus brutales. Il va y avoir un petit peu plus d'action. Et là, clairement, on bascule presque dans une ambiance de slasher, quoi. C'est-à-dire que c'est presque plus du récit historique, mais on est plus dans un film d'épouvante, comme vous pouvez le voir, avec l'ajout de temps en temps de quelques couleurs qui tranchent avec le sépia. Bon, le personnage au masque à gaz devient de plus en plus menaçant, et les corps commencent à s'accumuler dans la petite ville de New Hope. Le contraste est d'ailleurs assez intéressant parce que jusque-là, la violence était souvent suggérée, et ou bien alors découverte après coup, et tout devient ici beaucoup plus frontal. Et c'est justement là qu'apparaît une autre limite du dessin de J.J. Jones, c'est qu'autant son style fonctionne merveilleusement quand les personnages ne bougent pas beaucoup, quand tout est assez statique, autant dès qu'il commence à y avoir de l'action, c'est moins ça, quoi. Tout semble perpétuellement figé dans le travail de J.J. Jones, et c'est le principal reproche que je vais lui faire, c'est que ces scènes d'action ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que il conserve toujours ce côté très photographique. On a souvent l'impression d'une succession d'images fixes, plus que de véritables séquences de mouvements. Personnellement, ça m'a pas énormément gêné parce que il y a la beauté du dessin qui est là, hein, mais c'est quand même assez visible dans la deuxième partie de l'histoire. Justement, parlons de cette dernière partie d'histoire, justement, parce que là aussi j'ai un problème. Les premiers épisodes prennent vraiment leur temps, parfois même beaucoup trop, comme je l'ai dit, et puis brusquement, à l'approche de la conclusion, les auteurs vont commencer à accélérer. Alors il faut résoudre l'enquête, il faut expliquer certains éléments, il faut régler certaines intrigues, très bien, évidemment, hein. Enfin, il faut conclure tout ce qui concerne
ce personnage mystérieux au masque à gaz. Mais je trouve que cette deuxième partie de l'album est beaucoup trop précipitée. C'est assez étrange d'ailleurs parce on passe presque d'un extrême à l'autre, on passe presque de quelque chose de très très lent à quelque chose de beaucoup trop accéléré. J'avais attendu cette accélération dans la première partie de l'album, et quand elles accélèrent enfin, en fait, j'aurais voulu au contraire que les auteurs ralentissent. Vous voyez par exemple cette image, c'est l'exemple même, ça devrait être hyper dynamique, et en fait ça fait très figé. Ça fait très photo prise sur le vif, mais on ressent pas forcément de dynamisme dans le dessin. Bon, surtout, je vais pas vous révéler la conclusion. Je dois vous avouer que la résolution du mystère, moi, m'a pas particulièrement convaincu. Attention, scène de sexe. Finalement, j'ai trouvé ça beaucoup plus classique que prévu. Euh, Surtout, l'ambiance, les personnages fonctionnent bien, l'univers fonctionne, l'ambiance est super. Regardez encore ces pages, quoi, c'est vachement bien. Enfin, je trouve que c'est très réussi. Mais quand le scénario me perdait un petit peu, bah, j'avais envie de continuer, rien que pour les dessins. Bon, c'est quand même pas rien. Il y a des comics où ça se repose que sur les dessins et le scénario, on s'en fout, mais ici, ça se repose presque uniquement sur son atmosphère. Euh, et cette atmosphère vient énormément du travail de J.J. Jones, je l'ai déjà dit, évidemment. Mais voilà, il y a un problème quelque part, quoi. Il y a un problème de dosage. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon, je vais vous spoiler la fin. Et je n'ai pas envie de vous spoiler la fin. Ah non, il me reste encore un petit peu. Oh, on va basculer. Voilà. On va basculer sur les illustrations de couverture. Euh, Il y a des comics, en fait. Qu'est-ce que. J'essaie de reprendre le fil de ma pensée. Il y a des comics, en fait, se reposent essentiellement sur leur histoire. Ici, j'ai presque envie de dire que ça se repose presque exclusivement sur son atmosphère. Et que ça vient du travail de J.J. Jones. La poussière, la lumière, le côté sépia devient un décor, mais ça donne parfois même l'impression d'étouffer les personnages, et c'est ce que je vais retenir principalement de cet album. On termine juste par les couvertures alternatives qui sont vachement chouettes. Alors, bon, évidemment, mon petit côté slasher aime beaucoup cette cover-là, c'est celle que j'ai utilisée sur la vignette YouTube, mais il s'en est fallu peu que je prenne celle-ci aussi. Les covers sont super réussis, sont vachement bien. Bref, c'était du tout bon, quoi. Sauf que, bah, il y a ce scénario où ça marche pas, et c'est quand même bien dommage. Alors, est-ce que je vous conseille Dust to Dust? Oui, mais avec une grosse réserve. Alors, si vous cherchez un polar historique parfaitement ficelé avec une résolution de fou, je suis pas certain que vous allez y trouver votre compte. Personnellement, moi, le scénario m'a franchement laissé sur ma faim, comme vous avez pu l'entendre. En revanche, si vous aimez les comics qui tentent quelque chose graphiquement, là, ça vaut clairement le détour, parce que J.J. Jones, bah, comme je l'ai dit, il réalise des pages absolument magnifiques, et ça donne à Dust to Dust une identité visuelle très particulière. Donc pour moi, c'est un album imparfait, un scénario assez moyen, mais emballé dans un super écrin. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'un dessin exceptionnel peut suffire à vous faire passer un comics dont l'histoire vous plaît moins? Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture, de très bons comics à lire, et on se retrouve très vite. Salut!